Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Nous allons attendre quelques minutes que tout le monde se connecte et démarrer le webinaire. Alors, je vous propose qu'on commence. Donc, comme je disais, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cet échange dédié au financement du secteur aéronautique et spatial. Nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui des acteurs clés de cet écosystème et je précise que cette séance sera enregistrée afin de pouvoir être diffusée plus largement. Donc, le thème de notre webinaire est « Devenez un business angels dans les secteurs aéronautiques et spatial, bilan et perspectives d'Aerospace Angels ». Notre objectif est de vous présenter le réseau Aerospace Angels et de faire un bilan de cette première année en tant que réseau autonome, de comprendre l'investissement en capital risque et de vous donner surtout toutes les clés pour avoir envie, vous aussi, de devenir un business angels et participer à ce levier de croissance. Donc, pour commencer, il va y avoir une rapide présentation des partenaires d'Aerospace Angels avec Marc Rapin, chargé de mission et innovation pour le pôle Aztec, et moi-même qui vais vous présenter rapidement le pôle Aerospace Valley en 2 minutes. Et donc, je présenterai pour Jérôme Jean le GIFAS, car il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Michel Prady, vice-président d'Aerospace Angels en charge du développement national et des partenariats, et Jean-Michel Darrois, président d'Aerospace Angels, vous présenteront leur réseau, les objectifs, le mode de fonctionnement. Et à l'issue de la présentation, nous vous inviterons à une session de questions-réponses. Donc, vous pouvez d'ores et déjà déposer vos questions dans le chat et nous les transmettrons aux intervenants. Je vais donc laisser la parole à Marc pour le pôle Aztec. Marc. Oui, bonjour à tous. Donc le pôle de compétitivité Aztec voilà, rassemble l'écosystème en Île-de-France autour de l'aéronautique spatiale et de la défense. 330 membres à peu près. Voilà. On s'est associé à ce webinaire puisque bon, l'initiative partait de Toulouse, mais il y a des velléités à irradier partout en France. Donc, je pense qu'il était important que le pôle Aztec soit représenté pendant ce webinaire. Merci Marc. Alors, donc, on a en partenaire également le GIFAS. Donc, Jérôme Jean est directeur des affaires publiques, animateur du club Starter. Donc, le GIFAS, c'est le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales qui représente les industriels français de l'aéronautique, du spatial et de la défense avec plus de 350 membres. Et 3 missions, promouvoir l'industrie, faciliter les échanges et représenter les intérêts de la filière. Quant au club Starter, c'est le club des startups de la filière aéronautique et spatiale. Voilà, donc lancé par le GIFAS en 2022 avec pour objectif d'accélérer la coopération entre les startups et les grands groupes. Donc, il y a du réseautage, mentoring, accès à des financements et des événements. Et en ce qui concerne le pôle Aerospace Valley, eh bien, on est le premier pôle de compétitivité européen. Donc, sur les 3 filières aéronautique, espace et drone, sur les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, nous disposons d'une équipe d'experts avec plusieurs implantations sur ces territoires et nous fédérons la totalité de la chaîne de valeur sur l'ensemble des segments aéronautiques et de l'espace avec un écosystème composé de start-up, PME, grands groupes, laboratoires de recherche, acteurs publics, académiques également et centres de formation. Nous avons plus de 800 membres, dont environ 600 PME. Et nous contribuons au développement de la compétitivité de nos membres par l'innovation en favorisant les projets collaboratifs de recherche et de développement.
et cela au sein de 5 écosystèmes d'excellence: l'intelligence artificielle, structures, matériaux et procédés, usines du futur, systèmes embarqués, propulsion, énergie embarquée. Donc, nous avons beaucoup d'animations pour favoriser les échanges et générer des opportunités de business. Je vais donc laisser la parole à nos principaux intervenants et je donne la parole à Michel. Oui, ben bonjour, donc moi c'est Michel Prady, je suis le VP en charge du développement national et des partenariats. Et je vais donner la parole à Jean-Michel pour qu'il nous présente lui la mission d'Aerospace Angels. À toi Jean-Michel. Oui, bonjour à tous. En fait, je vais juste lancer la discussion en encadrant un peu vis-à-vis du contexte et des besoins. Ensuite, Michel prendra le relais pour toute une partie où il va, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas trop le rôle des business angels, il va mieux vous décrire ce que c'est, quelle est la vocation de façon générale des business angels, de façon à voir si ça peut vous intéresser. Et moi, je reprendrai la parole à la fin de la présentation pour mieux vous présenter Aerospace Angels lui-même, où on en est, d'où on vient et quelles sont les ambitions. Bon, je ne vais pas m'apesantir trop longtemps sur le contexte parce que je pense que la plupart des participants, par définition, font partie du pôle Aerospace Valley, donc je pense que vous avez quand même une bonne connaissance quand même de ce qui se passe dans l'aéronautique et le spatial. Néanmoins, quand même, c'est intéressant de faire un lien entre un certain nombre d'événements ou de tendances et Aerospace Angels. En particulier, bon, vous voyez bien que dans le secteur aérien, les évolutions sont très marquées par les besoins de décarbonation. Donc ça, ne serait-ce que ce besoin-là déjà a suscité la création de nombreuses startups dans le domaine. Mais moi, j'insiste toujours aussi pour dire que ça ne se limite pas à la décarbonation dans le secteur aérien. Ce qu'on voit aussi apparaître, c'est l'opportunité de satisfaire des nouveaux besoins de mobilité. Juste pour citer un exemple, tout ce qui est taxi volant, par exemple, voilà, ne répond pas qu'à un besoin de décarbonation. C'est aussi essayer de satisfaire de nouveaux modes de mobilité aérienne. Donc, clairement, dans l'aérien, on voit qu'il y a dans l'aéronautique, il y a tous ces besoins qui apparaissent et qui ont donc suscité la création de nombreuses startups en France et en Europe ces dernières années. On a le pendant dans le spatial avec tout ce qu'on appelle le New Space, hein, là qui est beaucoup tiré par des évolutions technologiques qui ont permis de faire ce qu'on appelle des nanosatellites, par exemple, c'est-à-dire faire avec des beaucoup plus petits satellites, pas tout à fait l'équivalent de ce qu'on fait avec les gros, puisqu'il y a quand même toujours une différence de capacité, mais néanmoins, de façon qualitative, on peut quand même remplir un ensemble de missions qui, pour l'instant, n'étaient satisfaites que par des très gros satellites. Donc là, il y a un gros engouement aussi autour de cet essor-là, et la création, encore une fois, de nombreuses startups. Le pendant aussi, c'est dans le domaine des lanceurs, la création de nombreuses startups pour faire ce qu'on appelle des micro-lanceurs ou des mini-lanceurs, pour justement pouvoir être mieux adaptés au lancement de ces nanosatellites ou de ces mini-satellites. Et puis, il y a une troisième tendance aussi qui est en plus de ce New Space, en plus des évolutions de l'aéronautique que je viens d'évoquer, qui est l'apparition de nombreux drones. Alors là, l'échelle, enfin le spectre est assez large, hein, ça va de tout petits drones à des gros drones cargo. Et donc là aussi, on voit apparaître de nombreuses startups dans le domaine. Donc en résumé, je n'ai pas un chiffre précis à partager avec vous, mais on peut sans se tromper dire qu'il y a pas plusieurs dizaines, mais certainement plusieurs centaines de startups dans le domaine aéronautique et spatial en France et en Europe aujourd'hui. Et donc, par contre, quand on regarde un peu l'écosystème du financement, autant, alors on reviendra très rapidement derrière sur ce que c'est qu'un business angel et ce qu'apportent les réseaux de business angel dans l'écosystème du financement, mais autant il y avait depuis déjà pas mal d'années, on va dire au moins une vingtaine d'années, des réseaux de business angels en Europe et en France, mais souvent des réseaux très généraux, génériques et généralistes et régionaux, mais pas vraiment ou très peu de réseaux dédiés à des domaines. Donc il en apparaît depuis peu d'années, hein, quelques-uns, en nombre encore limité, et donc assez naturellement, quand on voit l'explosion du nombre de startups dans le domaine aéronautique et spatial, un certain nombre de gens de cet écosystème se sont posé la question de l'intérêt, de la pertinence de créer un réseau dédié. Et donc, j'y reviendrai à la fin quand je parlerai un peu mieux de l'historique et où on en est aujourd'hui. Mais c'est ce qui a justifié la création du réseau Aerospace Angels. Alors, vous le verrez, c'est en deux temps. D'abord, comme une antenne d'un réseau généraliste qui s'appelle Capital Angel il y a 1 an et demi. Et puis, il y a
pas tout à fait un an, comme un réseau tout à fait autonome. Donc voilà, je vais laisser la parole à Michel parce que Michel est certainement dans toute notre équipe celui qui a la plus grande expérience de Business Angels, hein, puisque la plupart des autres sont des gens qui sont très expérimentés dans le domaine aéronautique et spatial, mais assez nouveaux finalement dans le monde des Business Angels. Par contre, Michel, lui, je ne saurais même pas le dire, le chiffre exact, il me dira mieux que moi, mais je suis sur une quinzaine, une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine. Et il a été déjà président aussi de structures comme Capital Angel précédemment. Voilà. Donc, il était vraiment le mieux placé pour vous expliquer ce que c'est qu'un Business Angel. Écoute, merci Jean-Michel pour cette introduction. Oui, effectivement, ça fait quelques années que je suis impliqué dans ce monde des startups et que je me passionne justement pour identifier et accompagner ces jeunes pousses. Et je voulais commencer cette présentation par, encore une fois, clairement définir ce qu'est une startup. Toute nouvelle entreprise n'est pas une startup. Clairement, dans la notion de startup, il y a cette notion d'innovation, il y a cette notion de fort potentiel de croissance et donc d'augmentation de valorisation. C'est clair que les BA vont rentrer au capital très tôt dans la vie de l'entreprise, dans l'espoir, bien entendu, que l'entreprise va bien se développer, voire très bien se développer, de manière à ce qu'au moment de la sortie, il y ait une plus-value et, si possible, la plus conséquente possible. En sachant que, bien évidemment, dans ce monde des startups, c'est un endroit qui est risqué et que donc on ne gagne pas à tous les coups, loin s'en faut. Et donc, il y a justement tout un travail à faire au niveau de la sélection et de l'accompagnement pour augmenter les chances de réussite. Donc, c'est clairement une nouvelle entreprise qui doit tester son marché, qui doit expérimenter son modèle économique, en clair, comment elle va créer la valeur. Et vous avez tous entendu parler de pivots ou d'entreprises justement qui changent de ce modèle économique plusieurs fois. J'ai toujours en tête la remarque qu'avait fait le patron de Blablacar qui disait qu'ils avaient été obligés de pivoter 7 fois, donc de changer 7 fois leur modèle économique avant de trouver le bon. Donc tout ça, ça nécessite bien sûr une grande résilience. Et ça m'amène au point numéro 3, qui est qu'être start-upper, donc en clair, pouvoir développer, faire naître et développer ces entreprises-là, c'est un état d'esprit bien particulier. En clair, tout le monde ne peut pas réussir et une grosse partie du travail que vont faire les équipes de Business Angels à l'étude donc de ces dossiers, c'est de s'assurer que l'équipe, effectivement, a les qualités pour développer cette jeune pousse et la faire grandir et la faire réussir. Donc l'aspect humain est extrêmement important. Et on va dire, c'est même le critère numéro 1 dans le choix d'un projet. Suivant, s'il te plaît, Anne-Cécile. Donc, où est-ce que se situe le rôle des Business Angels en termes de financement? Donc, on a essayé de résumer sur ce graphe-là, qui j'espère est lisible. Effectivement, ça paraît tout petit à l'écran. Mais les phases justement de développement d'une start-up et les besoins. Nous nous situons dans la partie qui a été bleutée, que l'on appelle l'amorçage. Donc, après, on va dire l'idéation et la création de l'entreprise, qui a en généralement... Alors, c'est encore plus petit, là. OK, donc on est vraiment dans cette phase d'amorçage où les besoins, évidemment, sont important pour un investisseur individuel, mais pas très important en montant ou suffisamment important pour intéresser vraiment des fonds, vraiment des fonds. Mais c'est vraiment une phase critique parce que si elle passe pas cette étape-là, la startup clairement n'ira pas au bout. Donc, c'est vraiment un point important à prendre en considération. Et parce que nous rentrons dans cette phase d'amorçage, justement, nous avons un rôle très important à jouer, même si en montant investi, ça peut paraître très faible, voire très faible par rapport à d'autres investisseurs, c'est quand même une phase critique vraiment dans la vie de l'entreprise. Après, si on se réfère au marché ou au segment de l'aéronautique et du spatial, on s'aperçoit que cette phase d'amorçage va quand même demander des capitaux on va dire, en moyenne plus élevés que les startups classiques, notamment les startups du digital, et que ça fait appel quand même à des montants relativement importants. Et donc, notre rôle aussi va être quelque part de crédibiliser le projet et de pouvoir convaincre des fonds d'investissement ou des investisseurs avec des poches plus profondes de nous accompagner dans cette aventure parce que justement, en tant qu'experts de ce domaine, nous pensons que c'est une belle opportunité. Merci Anne-Cécile. Donc, pour résumer, c'est quoi un Business Angels? Bon, il y a évidemment cette notion de motivation et d'intérêt pour le sujet de la startup.
Il y a la notion de plaisir et clairement, donc, un BA doit être passionné puisqu'il va mettre bien sûr une partie de ses économies dans le projet et puis surtout il va accompagner bénévolement l'entreprise dans laquelle il aura investi. Et là, nous avons une approche, on va vous présenter ça un petit peu plus tard, justement de participation à ce qu'on appelle notamment des comités d'orientation stratégique qui sont là pour accompagner la start-up et ses dirigeants dans le développement donc, de l'entreprise et la mise en place de la stratégie de croissance. D'accord. Donc, pourquoi devenir Business Angels? Voilà, on a essayé de résumer là sur les aspects qui nous paraissaient vraiment importants de mettre en avant. Il y a bien sûr, et je répète, cette notion de plaisir et l'envie de vouloir contribuer autrement, de transmettre, de partager son savoir-faire et puis de faire profiter donc à la start-up, lui faire profiter de son réseau et encore une fois de ce que on a pu apprendre dans nos vies professionnelles. C'est vrai que beaucoup de nos BA ont les cheveux un petit peu gris, hein, on ne va pas se le cacher. Donc c'était plutôt dans cette deuxième partie, on va dire, ou voire fin de carrière, qu'on va s'impliquer en tant que BA, bien qu'il y ait des jeunes, voire même des personnes vraiment très jeunes en termes de business angel, mais la grande majorité sont quand même des gens d'expérience. Donc, on a envie de partager l'expérience et le goût pour l'entreprise. Alors, il y en a qui mettent en avant cette notion d'entrepreneur par procuration, parce que c'est vrai que ça nous permet de nous impliquer dans tout un tas de secteurs d'activité, dans tout un tas d'entreprises différentes, et donc de pouvoir vivre justement ces expériences entrepreneuriales sans être impliqué évidemment dans l'opérationnel au quotidien. On a parlé de transmission de savoir, on a parlé aussi de pouvoir partager le réseau et d'accompagner donc ces startups grâce aux connaissances qu'on peut avoir d'un écosystème ou de personnes clés dans cet écosystème. Bien sûr, c'est aussi un investissement financier, donc ça peut être une alternative au placement que l'on peut être amené à faire. En clair, on peut investir en bourse, mais en général, on a très peu de contacts avec l'entreprise, ou on a très peu d'implication dans l'entreprise, voire aucun. C'est clair que quand on est impliqué dans l'investissement des startups, on est très impliqué et on connaît bien sûr les dirigeants. Et si on est membre d'un COS, on est de manière très régulière impliqué dans des discussions stratégiques et l'accompagnement donc de la startup. Et puis, il y a un dernier aspect qu'il ne faut évidemment pas négliger, ce qu'on appelle l'aspect déduction fiscale. Alors, celui-ci évolue au cours du temps, lié bien sûr aux politiques que mènent nos gouvernants, mais il y a une vraie prise de conscience, surtout depuis maintenant un petit peu plus d'un an, grâce à une étude qui a été faite par un député qui s'appelle Paul Midi, qui, étant lui-même issu justement du monde des startups, a fait une grosse enquête au niveau européen pour essayer de comprendre comment dans certains pays, et notamment le Royaume-Uni, qui est le premier investisseur en termes de startups sur le continent européen, comment on pouvait motiver justement des particuliers à investir une partie de leurs économies dans les startups, donc où la prise de risque est bien évidemment plus importante que pour un investissement classique. Et clairement, la déduction fiscale est un aspect important. Et c'est pour ça que depuis donc cette loi de finances de 2024, il y a eu la mise en place de différentes catégories, et notamment la catégorie jeune entreprise innovante de rupture, qui permet jusqu'à 50% de la défiscalisation du montant qu'on a pu investir dans cette start-up. Voilà, donc il y a des règles assez compliquées, évidemment, on est à votre disposition pour y répondre, mais sachez qu'il y a une prise de conscience qu'il faut stimuler l'investissement des particuliers vers l'innovation et vers ces startups, et donc que des outils ont été mis en place pour faciliter justement cet investissement. Merci Anne-Cécile. Après, la question que l'on peut se poser, bien sûr, c'est quel est l'intérêt de se déployer en réseau. Et on va utiliser, c'est encore une fois enfoncer une porte ouverte, mais clairement l'union fait la force, donc ça permet, en se mettant à plusieurs, bien évidemment, de pouvoir être plus efficace à la fois donc, dans les investissements, de pouvoir apporter chacun sa petite contribution et au global, la somme de ces petites contributions peut faire des sommes raisonnables, en sachant que chez Aerospace Angels, le minimum que l'on demande par investissement à un BA, c'est 5 000 €. En général, il n'y a pas de maximum, mais si on met 10 personnes à 5 000 €, déjà, ça va faire 50 000. Évidemment, si on en met 20, ça fait 100 000, qui correspondent aux investissements moyens qui sont faits pour ce type donc,
d'investissement dans les startups. Après, il y a évidemment l'idée de pouvoir être encore plus complétant en partageant justement nos savoir-faire et en partageant justement les différentes expériences. Donc, encore une fois, on va être encore plus intéressant pour les startups parce qu'ils vont pouvoir avoir accès à un nombre important de personnes compétentes, chacun dans leur domaine. Après, bien sûr, il y a cette notion de confiance. Il y a cette notion aussi de formation, puisque si vous étudiez vous-même un dossier de start-up, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas forcément simple. Et donc, c'est important, justement, et on a mis en place des modules de formation pour permettre à nos BA de pouvoir, justement, acquérir des compétences, que ce soit les phases d'instruction, les phases de sélection, les phases d'accompagnement, et pouvoir pleinement jouer leur rôle et prendre surtout leurs décisions d'investissement en toute connaissance de cause. Et puis, bien sûr, il y a, en termes de sourcing, la facilité d'accéder à un nombre important de projets. Si on est tout seul, BA indépendant, ça va être compliqué de pouvoir contacter beaucoup de startups pour identifier ces projets. En tant que réseau, surtout dans le cas d'un réseau thématique comme Aerospace Angels, les startups viennent vers nous. Et bien entendu, on a mis en place toute une équipe pour pouvoir les sélectionner et identifier celles qui nous présentent l'intérêt le plus important, en ligne bien sûr avec notre thèse d'investissement. Et dernier aspect, et encore une fois qui n'est pas négligé, c'est que lorsque l'on a décidé d'investir, il y a ce qu'on appelle la phase de closing, et là ça nécessite évidemment la négociation d'un paquet d'actionnaires, enfin tout un aspect légal qui, si on le fait tout seul, ça peut être très compliqué. Le fait justement d'être dans un réseau avec les partenaires qui vont bien au niveau juridique, au niveau comptable et autres, pour faire les audits qui vont bien et mettre en place tout cela et faciliter le closing. Voilà, on est équipé, alors que tout seul, ce serait plus compliqué. Ce que vous avez là devant, c'est le processus de sélection des investissements. Donc, c'est un processus qui est classique, qui est assez répandu, on va dire, dans toute la communauté des réseaux de BA. Ça commence bien sûr toujours par l'aspect sourcing. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a le G qui est descendu, mais bon, on arrive à lire, donc c'est bien le sourcing. Et là, c'est les BA, les startups qui nous contactent au travers de notre site internet, au travers des connexions que nous avons dans l'écosystème et qui viennent présenter en fait à notre équipe sourcing leur projet. Et évidemment, cette équipe sourcing qu'on appelle l'équipe deal flow va être là pour sélectionner et nous permettre de rencontrer lors des pitchs, donc les startups qui nous paraissent les plus pertinentes. Donc les startups viennent se présenter, c'est un exercice qui est bien contrôlé avec 8 minutes de questions, enfin de présentation et puis une demi-heure de questions-réponses qui permettent justement aux startups et aux start-upers de présenter leurs projets, de se présenter eux-mêmes et de nous expliquer pourquoi on a intérêt à étudier leur start-up et leurs projets. Et c'est ce que vont décider les business angels qui sont présents. Et alors quand je dis présent, ça peut être évidemment du présentiel. En clair, on est dans la même salle que les start-up ou en distanciel, puisque de nos jours, surtout pour un réseau thématique national, il est bien évident que tout le monde ne va pas se déplacer, puisque ces meetings-là ont lieu une fois par mois. Tout le monde ne va pas se déplacer sur Toulouse. Et donc, au travers d'outils tels que celui qu'on utilise aujourd'hui là pour ce webinaire, on peut impliquer évidemment tous nos membres au niveau national. Donc, si les start-upers qui sont présentés ont été sélectionnés par les BA présents, on va démarrer ce qu'on appelle une instruction. Et là, c'est une équipe de 2 ou 3 BA qui va travailler étroitement avec les porteurs de projets pour comprendre justement le projet dans ses détails, comprendre bien sûr l'offre, comprendre le positionnement, comprendre le business model et donc la création de valeur et comprendre l'environnement concurrentiel, les risques et ainsi de suite. Et au travers d'outils que nous avons développés, mener une instruction détaillée qui sera partagée donc avec les membres du réseau et on organisera, si l'instruction va au bout et considère qu'effectivement le projet est intéressant, on va rentrer dans ce qu'on appelle le comité d'investissement où les BA reviendront, les porteurs de projets reviendront présenter aux business angels leur projet et puis en général aussi l'évolution depuis qu'ils avaient
pitché, vous avez fait le pitch initial. L'équipe d'instruction donnera également sa recommandation et expliquera pourquoi il est intéressant d'investir dans ce projet. Et ensuite, donc, les business angels, individuellement, décideront d'aller ou pas. S'ils décident d'y aller, ils préciseront à quel montant ils sont prêts à rentrer dans le projet. Et si le projet rencontre évidemment suffisamment d'intérêt parmi les BA, on va démarrer la phase de closing, qui est donc ce que je disais tout à l'heure, tous les audits juridiques, sociaux, tout l'aspect nécessaire à l'entrée au capital donc, des business angels, et donc ensuite la phase évidemment de versement des fonds, de libération des fonds et de mise à disposition des fonds aux start-upers, avec bien sûr la signature d'un pacte d'actionnaires. Parfois, les statuts aussi sont revus. Enfin, bon, il peut y avoir tout un tas de choses juridiques à mettre en place. Alors, en sachant que dans cette phase-là aussi, il peut y avoir en clair deux façons de faire. La plus classique, on va dire, et qui intéresse le plus les business angels, c'est de rentrer directement individuellement au capital de la start-up. Donc, on va rentrer dans la table de capitalisation pardon, et donc signer les différents documents, ainsi de suite. Il peut y avoir une autre approche qui est la création de ce qu'on appelle un SPV, Special Purpose Vehicle, qui est là pour regrouper en fait des investisseurs qui se regrouperaient dans une société qui, elle, rentrerait au capital de la start-up. Donc ça, c'est une autre approche qui a l'air de grandir, on va dire, en termes d'intérêt et qui est effectivement peut-être encore plus pertinente sur des projets aéronautiques et spatiaux où les besoins d'investissement peuvent être importants. Donc il y a ce type d'investissement aussi. Et puis, il peut y avoir aussi un autre type d'investissement qui s'appelle des BSAR, accords d'investissement rapide, qui en fait permettent une levée de fonds très rapide, sans une rentrée au capital, simplement la possibilité de souscrire des bons, donc justement, qui permettront de rentrer au capital lors de l'entrée lors de la levée de fonds suivante. C'est des processus un petit peu plus compliqués, un petit peu plus risqués. Nous en avons fait, c'est clairement pas la majorité des choses que l'on fait, mais bon, sachez que ça existe aussi et bien sûr à votre disposition pour en discuter. Et puis après le closing, donc une fois que les BA sont rentrés au capital d'une façon ou d'une autre, on a donc mis en place un comité d'orientation stratégique et un représentant des BA qui ont investi participera à ce COS et bien sûr accompagnera dans la durée jusqu'à la sortie en fait des BA qui en général va se faire 5 ou 7 ans plus tard, va accompagner donc la start-up pour lui permettre de se développer. Un petit mot maintenant sur ces fameux réseaux de BA au niveau français. Donc sachez qu'il existe une fédération qui s'appelle France Angels qui regroupe justement à peu près 70 réseaux au niveau français. France Angels est bien sûr basé à Paris et le rôle de France Angels, c'est de nous représenter au niveau national et notamment auprès des instances gouvernementales et notamment de Bercy. Donc en clair, leur rôle, c'est de faire du lobbying auprès de Bercy pour que nos besoins soient pris en compte. Et ils avaient joué un rôle important dans l'étude menée notamment par le député Paul Mili, justement pour expliquer ce qui devait être fait pour favoriser l'investissement donc des particuliers dans ces entreprises innovantes. Donc, si on regarde ce réseau, cette fédération plutôt France Angels qui regroupe, comme je disais, plus de 70 membres, il y a 3 types de réseaux qui existent. Il y a les plus nombreux, ce sont les réseaux géographiques et généralistes. Dans la région toulousaine, c'est typiquement Capital Angels. Sur la région bordelaise, ça va être par exemple un club comme Finaki ou Bordeaux Business Angels. Et donc, ce sont des gens qui couvrent un territoire donné et qui s'intéressent à toutes les startups qu'il peut y avoir sur ce territoire. En clair, ils n'ont pas de spécialisation sur tel et tel secteur d'activité. Et donc, ce sont les réseaux les plus importants en nombre, on va dire, sur la France. Ensuite, il peut y avoir des réseaux thématiques et sectoriels, et c'est dans cette catégorie que rentre Aerospace Angels, l'aéronautique et le spatial en ce qui nous concerne, mais il y a également des réseaux comme Defense Angels, qui eux se focalisent sur les startups qui couvrent les besoins de la défense. Il peut y avoir des réseaux sur, par exemple, tout le côté maritime, avec un réseau qui s'appelle Mer Angel.
Il peut y avoir un réseau qui s'occupe ou s'intéresse au monde de la santé, par exemple Santé Angels, et ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre de réseaux thématiques qui ont été créés, qui ont bien sûr une vocation nationale, donc qui regroupent des membres sur l'ensemble du territoire français, parfois même européen, et qui ont donc pour mission de se focaliser sur les startups dans les secteurs d'activité en question. Et puis, il y a une troisième catégorie de réseaux aussi très importants et très intéressants, c'est ce qu'on appelle les réseaux d'alumni. Donc, par exemple, en bas, Arts et Métiers Business Angels, comme par exemple ESSEC Angels, et ainsi de suite. Donc, en clair, des anciens élèves de ces écoles qui se sont regroupés dans des réseaux et qui vont donc sélectionner des entreprises et des startups donc, qui pourraient intéresser potentiellement leurs membres. Et donc, là aussi, ce sont des réseaux nationaux, puisque par définition, ces écoles ou les alumni de ces écoles sont situés partout en France et à l'international d'ailleurs, puisqu'on a des investisseurs qui peuvent intervenir du monde entier parce qu'anciens élèves de ces écoles-là, et qui donc, pareil, sont organisés et viennent contribuer au financement de ces startups, en sachant qu'il y a de plus en plus de collaboration sur un projet donné entre justement les différents réseaux, ce qui permet aux startups de pouvoir avoir accès à des sommes plus importantes et aux réseaux de pouvoir partager notamment des instructions et donc la connaissance qu'ils peuvent avoir d'un dossier. Donc, juste un petit bilan de France Angels sur 2023. Donc, vous avez ici les chiffres qui sont publiés. Vous pouvez voir qu'en termes d'investissement, il y a eu plus de 50 millions d'euros investis sur l'année au travers de 441 opérations. Et c'est important de le signaler, il y a eu également en co-investissement à côté des réseaux des investisseurs ou des BA indépendants qui ont eux-mêmes investi plus de 23 millions d'euros, ce qui fait que les montants, on va dire, d'investissement, encore une fois en phase d'amorçage pour ces startups, s'élèvent à 74 millions pour l'année, ce qui est une belle performance, comme vous allez le voir. Donc vous voyez qu'on a également, donc, on essaie de différencier les opérations en fonction de savoir si c'est un premier tour ou un refinancement. Donc on voit que sur 2023, les premiers tours étaient les plus nombreux. Et puis les montants investis donc par premier tour et refinancement donc également montrent que les premiers tours étaient les montants les plus importants. Slide d'après. Donc ça vous montre l'évolution depuis donc les 13 dernières années des investissements donc des réseaux France Angels, et on voit que 2023 a été une année record avec donc le chiffre que je viens de vous donner, et que la tendance dans la durée a été importante, avec des années qui ont été un peu plus compliquées pour l'investissement, donc notamment en 2018 avec notamment la disparition de l'ISF, puisque pour ceux qui s'en rappellent peut-être, il était possible de défiscaliser donc son ISF en investissant dans des startups. Donc clairement, la disparition a eu un impact en 2018. L'année 2020, clairement, c'est l'impact du Covid, puisque beaucoup de startups avaient trouvé aussi des moyens de financement plutôt bas de bilan, du type PGE et autres, et donc il y a eu clairement un impact sur les besoins de financement et les investissements donc par les BA. Voilà, donc ça vous montre les startups financés par région, donc sans grande surprise, l'Île-de-France est devant, avec donc, on retrouve là on va dire les bassins économiques, et donc ce sont des statistiques intéressantes en fonction de là où on est situé. Ce qui est important aussi, c'est la taille des opérations, et on s'aperçoit qu'il y a finalement pas mal d'opérations qui se font avec des montants qui sont faibles, de l'ordre de 50 000 euros, voire moins. Il y a bien sûr aussi de gros investissements avec plus de 500 000 euros, mais on peut voir qu'il y a une répartition donc d'une année sur l'autre, des répartitions donc sur des tranches moins de 50, 50 à 100, 100 à 200, 200 à 500 et plus de 500. Toutes ces statistiques, bien sûr, seront à votre disposition. Et je repasse la main à Jean-Michel qui va vous parler d'Aerospace Angels aujourd'hui. Merci Michel. Donc Aerospace Angels aujourd'hui, donc comme on l'a rapidement évoqué, c'est un réseau thématique national. Donc même si on l'a aussi évoqué, il a été initialement créé
à Toulouse, dans la région, Occitanie. Alors, juste un petit rappel, c'est simplement parce qu'on a voulu se donner le temps de tester la validité quand même du projet. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait en 2 temps, en fait. Hein. Donc, fin 2022, on a été créé dans un premier temps sous forme d'une antenne de Capital Angel, donc Capital Angel étant la structure régionale de Business Angels, le temps de tester, de monter en puissance aussi, hein, puisqu'au départ on était 4 ou 5, hein, donc il fallait quand même avoir un minimum de masse critique, mais aussi de tester. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que en démarrant au sein d'une entité existante, on a pu démarrer dès le premier jour, c'est-à-dire qu'on avait tous les outils en place, et ils sont très importants. Enfin, Michel les a évoqués, hein, on ne peut pas traiter à la légère ce genre de choses. Hein, donc, on parle, même si on est bénévole, mais on parle quand même de choses qui sont sérieuses, éventuellement pour nos investissements, mais aussi et surtout, je vais dire, pour la vie des startups, hein, parce que là, c'est une question, j'allais dire, de vie ou de mort presque, dans les phases auxquelles on s'adresse. Donc, évidemment, il s'agissait de traiter ça de manière la plus professionnelle possible, ce qu'on a pu faire dès le démarrage, ce qui, au passage, permet que même avant qu'on soit créé comme entité autonome, donc en décembre 2023, on a déjà instruit pas mal de dossiers et même fait des investissements, puisqu'on a déjà fait 2 investissements dès la première année, alors qu'on n'était pas encore une structure indépendante et autonome. Donc tout ça a permis de valider effectivement le projet sur la base de ces résultats positifs, et donc on a décidé, mais c'était ce qui était inscrit depuis le début, c'était plutôt une confirmation, de se constituer en entité indépendante donc en décembre 2023. Alors la forme, elle est assez classique dans les réseaux de BA, hein, c'est puis finalement la forme association loi 1901 est assez efficace finalement pour faire des choses de cette nature-là. Et donc c'est ce qu'on a retenu comme structure, puisque finalement c'était la mieux adaptée et la plus simple. Donc du coup, on a pu démarrer aussi tout de suite avec une organisation en place. Alors, comme je disais tout à l'heure qu'il fallait qu'on fasse les choses sérieusement et de façon professionnelle, on a besoin d'un vrai système d'information adapté. Il en existe, hein, il y a des systèmes d'information qui sont vraiment adaptés au traitement du type de processus que Michel a décrit tout à l'heure. Donc on a mis un peu de temps pour le choisir parce que, sans rentrer dans les détails, en fait, justement, on a été un peu confronté à des problématiques d'efficacité, existence depuis des années versus souveraineté. Et on touche quand même à des sujets qui ne sont pas très éloignés des enjeux de souveraineté. Et donc, on a fini par trouver un outil qui est à la fois efficace, existant, adapté, mais aussi souverain. On est assez fiers aussi d'avoir des premiers partenariats signés. Hein. Dès le Bourget 2023, donc alors qu'on n'était pas encore une entité totalement autonome, on a signé un partenariat stratégique avec le CNES au Bourget, donc en juin 2023. On a un partenariat alors qui demande encore à être signé, formalisé, mais qui est déjà, on va dire, actif entre nous, entre Aerospace Valley et nous, déjà depuis un moment. Et à dire d'ailleurs, et c'est pas de circonstance, hein, c'est que on a été aidé par Aerospace Valley depuis le début, donc comme aujourd'hui c'est organisé par Aerospace Valley, je tiens à le dire et à insister dessus, parce que finalement ça nous a bien aidé aussi, ne serait-ce qu'en termes d'hébergement, parce qu'on a des réunions assez fréquentes quand même, et puis aussi à travers la communication comme aujourd'hui sous forme de webinar. On a aujourd'hui 35 membres actifs. Comme je disais tout à l'heure, finalement, fin 2022, donc il n'y a pas quand même si longtemps que ça, on était 4 ou 5. Donc c'est comme une croissance qui est assez rapide. Bon, d'autant plus que, bien évidemment, il est important pour nous de grossir, ne serait-ce que parce qu'on l'a vu dans les chiffres que donnait Michel tout à l'heure, plus on sera nombreux, plus on aura une capacité d'investissement significative. Mais en même temps, notre but, c'est pas de grossir pour grossir, quoi, puisque finalement, Michel l'a aussi décrit dans le profil des BA, il faut quand même des gens qui soient vraiment motivés, qui soient prêts à s'investir un minimum. Alors, moi je dis toujours, c'est un espèce de spectre suivant deux questions principales. On va dire l'un, c'est la capacité d'investissement, c'est la capacité d'investissement, et l'autre dimension, c'est le temps que les gens peuvent consacrer, notamment à l'instruction des dossiers. Et ce que je dis toujours, les membres, la typologie des membres, ça s'étale sur un spectre où on pourrait dire à une extrémité du spectre, c'est des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup de temps, parce qu'il y a pas mal d'entre nous aussi qui sont quand même en activité forte, mais qui amènent quand même une capacité d'investissement significative. Et à l'autre bout du spectre, on a des gens qui ont peut-être des capacités d'investissement plus limitées. Michel l'a dit tout à l'heure, on ne demande pas des grosses capacités d'investissement, hein, puisque en gros, ce qu'on dit, même si ce n'est pas une spécification gravée dans le marbre, hein, mais
il faut être capable d'investir à peu près 5 000 € par an, on va dire, mais encore une fois, c'est une moyenne, c'est pas, on ne va pas demander aux gens de partir s'ils n'ont pas pu le faire vraiment. Et puis au milieu, bah voilà, il y a toute sur le spectre, il y a des gens qui sont plus ou moins capables d'investir, plus ou moins capables de mettre du temps. Voilà, donc sachez que si vous avez envie de nous rejoindre, si vous arrivez à vous trouver un peu dans tout ce spectre, bah c'est très bien. On a quand même déjà étudié une 50aine de dossiers. Alors quand on parle d'études de dossiers, je ne sais pas si vous avez encore en tête, parce que c'est vrai qu'on est obligé de passer un peu rapidement, mais le process que Michel a montré tout à l'heure, là on parle vraiment de l'instruction, c'est-à-dire l'instruction détaillée. Des pitchs, on en a fait bien plus que ça, mais donc à l'issue des pitchs, on sélectionne des dossiers, et là c'est une instruction qui s'étale en général sur au minimum 2 mois, et ça peut être plus hein, en fonction de la complexité du dossier, mais aussi de la disponibilité de la start-up. Donc 50 dossiers instruits, c'est beaucoup hein, déjà pour une structure jeune comme la nôtre. Ça montre quand même qu'on a déjà, même avec 35 membres, une bonne capacité de travail, on va dire. On a déjà fait 4 investissements, donc 2 la première année là, quand on n'était pas encore autonome, 2 depuis, et on en a 4 qui sont en phase quasiment de closing. Hein, donc ça veut dire d'ici très très peu de temps, là, quasiment fin septembre, on aura 8 déjà, on aura réalisé 8 investissements. Pardon. Et en complément, on a aussi 5 dossiers qui sont en instruction, qui sont en cours, donc qui, si tout se passe bien, peuvent mener tous les 5 à des investissements, d'autres investissements faits d'ici la fin de l'année. Donc vous voyez, c'est assez dynamique. Ça montre quand même que les opportunités existent. Donc c'est une validation de plus du projet. Et ça montre aussi l'efficacité du processus d'ensemble. Alors, la valeur ajoutée d'Aerospace Angels, finalement, Michel l'a déjà pas mal évoqué de façon un peu générique, on va dire, concernant les business angels en général. Concernant Aerospace Angels, c'est clair que la plupart d'entre nous, pour pas dire la quasi-totalité d'entre nous, avons quand même une bonne connaissance de ces marchés de l'aéronautique et du spatial, puisqu'on a tous fait notre carrière dans le domaine, ou faisons notre carrière dans ces domaines-là. Donc on amène aussi une forte expertise technique, une expertise industrielle, une connaissance des acteurs, pour pas dire un réseau qui peut s'avérer quand même extrêmement important pour des startups très jeunes qui elles-mêmes bénéficient pas de ce réseau-là, et donc ça peut permettre un facteur d'accélération très très important dans leur développement, déjà sur les marchés nationaux, domestiques, mais a fortiori à l'export. Alors le deuxième point est très important aussi, Michel l'a évoqué tout à l'heure, l'expérience ou l'expertise des BA, et notamment quand il s'agit de réseaux thématiques comme le nôtre, apporte une grosse crédibilité à la start-up. C'est clair que quand une start-up peut dire que on s'intéresse à son dossier, voire a fortiori qu'on a décidé d'y investir, c'est de nature à susciter quand même l'intérêt de fonds d'investissement plus importants. Donc on pouvait avoir cette idée-là un peu au démarrage du projet, mais moi je dois avouer que l'importance de ce point-là est apparue de façon encore plus cruciale déjà lors de nos premiers mois de fonctionnement. On a même des sociétés, des startups qui étaient en phase même plus avancée que la phase d'amorçage dont parlait Michel tout à l'heure, donc qui levaient des fonds bien au-delà des 50 ou 100 000 euros, 200 000 euros, qui sont en général la taille des contributions que nous arrivons à faire de façon collective, mais qui sont quand même venus nous trouver pour cet aspect label, en disant nous, on veut quand même que vous soyez dans le tour de table. Bon, les quelques kilos euros que vous allez amener ne sont pas négligeables comme dans l'équation globale, mais c'est clair qu'ils ne sont pas déterminants. Par contre, le fait que vous investissiez chez nous va nous aider grandement à convaincre des investisseurs plus significatifs, d'une part, et d'autre part, on est quand même aussi intéressé à ce que je viens de mettre dans le premier point, c'est-à-dire toute cette expertise, expérience et connaissance du réseau. Et dernier point, donc ça a été évoqué par Michel quand il parlait de notre implication dans les comités d'orientation stratégique. Donc une fois qu'on a décidé d'investir, on reste très actif dans la vie de la start-up en déléguant un de nos membres, en général un de ceux qui ont instruit le dossier, dans la vie de la société à travers la participation à ces comités d'orientation stratégique. Donc là, on a deux exemples, les deux premiers investissements que nous avons faits. Le premier dans une société qui s'appelle Skyten. Alors, elle n'est pas purement aéronautique et spatiale, mais enfin, elle a quand même deux adhérences très très fortes avec l'aéronautique et le spatial. C'est une société qui propose des masques qui permettent, si je veux faire un peu simple, de communiquer en toute discrétion dans des lieux publics
mais notamment dans les lieux de transport. Alors typiquement le train et l'avion. Alors donc l'avion, c'est une première adhérence avec le secteur aéronautique et spatial. La deuxième, c'est que la technologie elle-même vient de l'aéronautique, puisque c'est dérivé en fait des technologies qui permettent d'amortir, on va dire, le bruit des réacteurs des avions. Et donc, ce sont des gens d'Airbus ou des ex-Airbus qui ont eu l'idée de se dire que ça pouvait aussi être adapté à ce besoin-là. Et force est de constater que le besoin existe. Enfin, je pense que si vous avez voyagé dans des avions ou dans des trains, notamment dans des trains, vous êtes aperçu que les gens communiquaient beaucoup. Le besoin, il est dans deux sens. Il est dans le sens pas gêner les voisins, mais aussi dans le sens confidentialité. Parce qu'on a tous voyagé dans des avions où les gens font comme s'ils étaient tout seuls dans l'avion et se permettent parfois de faire des échanges qui sont quand même surprenants en termes de confidentialité. Le deuxième investissement, c'est Aura Aero, qui est un des fleurons, on va dire, de la nouvelle aéronautique française, pour ne pas dire européenne. Donc, ils développent deux gammes d'avions. Une première qui sont des petits avions biplaces, à la fois pour mais aussi de la voltige. Donc, avec trois modèles qui sont évoqués ici, deux en version hybride et un en version 100% électrique. Et tout ça pour aussi se faire la main. Enfin, il y a un vrai marché pour ça. Ils ont déjà un nombre d'intentions de commande très significatif, mais aussi ça leur permet de se faire la main sur ces technologies hybrides électriques pour le deuxième gamme de produits qu'ils sont en train de développer d'ores et déjà, qui est plus un avion régional, 19 places, donc lui aussi bénéficie d'ores et déjà d'un nombre très important d'intentions de commande à travers le monde. Et c'est typiquement la société dont je parlais tout à l'heure, la première qui nous a parlé de cet aspect label Aerospace Engines. Donc clairement, si on est là aujourd'hui, c'est on a toujours envie de nous faire connaître et que les gens sachent qu'on existe, mais c'est aussi parce qu'on est dans une phase où on est encore très jeune et où on essaie de grossir, de nous développer. Alors de développer en nombre, certes, mais aussi à l'échelle nationale, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, on a démarré dans la région ici Occitanie. Dès le début, on a eu des membres qui étaient hors de l'Occitanie, en particulier en région parisienne ou en région aquitaine, mais ça reste encore un peu minoritaire. Et de toute façon, notre ambition et notre vocation, elle est d'être vraiment nationale, et notamment dans toutes les grandes régions dans lesquelles il y a une empreinte aéronautique et spatiale. Donc les trois que je viens d'évoquer, mais évidemment PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de Loire. Enfin, en fait, on s'aperçoit que finalement, de l'activité aéronautique spatiale, il y en a quand même dans pas mal de régions en France. Et a fortiori, je dirais, dans le monde des startups, où finalement, on trouve parfois des startups dans des endroits où je ne m'attendais pas à en trouver dans le monde aéronautique spatial. Alors peut-être parce que je ne connais pas suffisamment bien l'historique de l'aéronautique spatiale en France, mais par exemple, là, on traite deux dossiers à Saint-Étienne, bon, qui n'est pas forcément une ville où je m'attendais à trouver des startups de l'aéronautique spatiale, qui sont pourtant deux très très belles startups. Donc voilà, donc clairement, si on est là aujourd'hui, c'est pour que vous nous connaissiez, et puis aussi pour essayer de susciter des vocations parmi vous. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, de toute façon, on va faire une petite séance de questions-réponses dorénavant, qui nous permettra peut-être aussi d'éclaircir des points que nous n'aurions pas éclaircis, Michel et moi. Mais après, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Nous serons très heureux de vous en dire plus. Une démarche qui vous permet de venir vous tester, qui est ce qu'on appelle une offre sans engagement, c'est-à-dire on vous permet de venir à une session de pitch de start-up qui vous permet un peu de voir aussi le type de start-up auquel on s'adresse, voir aussi comment on fonctionne, voir à distance en vidéo ou sur place si vous venez assister physiquement à la session. Moi, j'ai aussi souvent des gens au téléphone, c'est comme ça aussi que ça s'est passé pour nos nouveaux membres. Moi, j'hésite pas à rencontrer ou à avoir un échange par téléphone avec des personnes qui seraient intéressées. Ça permet souvent d'avoir un échange personnalisé sur la vocation ou l'intérêt de tel ou tel candidat. Voilà, donc n'hésitez pas, nous serions très heureux de vous accueillir. J'espère aussi qu'on vous a fait partager la passion et l'enthousiasme que l'on a, parce que clairement, enfin, bien évidemment, il y a un enjeu d'investissement derrière tout ça, notamment qui est d'autant plus stimulé avec la nouvelle loi de finances qu'a évoqué Michel tout à l'heure, qui rend encore plus attractif le fait d'investir dans les startups. Bon, maintenant, ça reste aussi risqué, Michel ne vous l'a pas caché, c'est important de le savoir. Mais en même temps, moi, ce que je tiens à dire, parce que je suis finalement plus nouveau, plus récent dans le monde des business angels que Michel, donc finalement, moi, j'ai jamais qu'un background de 2 ans dans le domaine, mais je me régale, quoi. Enfin, ça me permet de traiter des dossiers passionnants qui sont à
vraiment à la pointe de ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine aéronautique et spatial. Ça permet de rencontrer des gens passionnants. Les fondateurs de start-up sont quasiment toujours des gens passionnants. Et du coup, d'ailleurs, finalement, c'est aussi gagnant-gagnant dans le sens que nous, on leur apporte pas mal de choses via notre expérience, mais je dois reconnaître aussi que finalement, on apprend aussi nous-mêmes beaucoup de choses sur ces nouvelles technologies, ces nouveaux projets. Donc, c'est une manière aussi de s'enrichir, pas seulement sur le plan financier. Voilà, je vous remercie pour votre attention et donc nous sommes à votre disposition pour répondre déjà à un premier lot de questions si vous en avez. Merci beaucoup, Jean-Michel. Alors, du coup, je vais poser la première question qui s'affiche à l'écran. Combien coûte l'adhésion et combien faut-il investir par an? Bon, ça a été un petit peu répondu sur l'investissement, mais peut-être au niveau de l'adhésion. Oui, alors l'adhésion, c'est simple, c'est 400 € par an, ce qui est le tarif en général des clubs de Business Angels en France. On n'a pas fait tellement différent. Une petite précision aussi, au cas où certains d'entre vous seraient déjà adhérents d'autres clubs de Business Angels, là aussi, on a pour peu qu'on arrive à établir une relation un peu de partenariat avec l'autre réseau, mais en général, ça se fait assez naturellement, on permet à un adhérent de notre réseau de ne payer que la moitié de la cotisation quand il nous rejoint. Donc ça, c'est aussi pour stimuler les participations croisées dans plusieurs réseaux, puisque d'ailleurs, au passage, le déploiement national, il se fait aussi beaucoup aussi par partenariat avec d'autres réseaux qui soient régionaux, qui sont la majorité, comme l'expliquait Michel tout à l'heure, ou des réseaux thématiques qui auraient des connexions avec le nôtre, comme évidemment Defense Angels par exemple. Donc c'est 400 € par an, donc ça peut être 200 si vous êtes déjà adhérent de notre club de Business Angels. Et le montant, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas gravé dans le dur, mais il faut avoir en tête. Évidemment, ça n'a pas de sens de nous rejoindre si les gens n'investissent pas du tout, parce que c'est quand même la vocation quand même d'un club de Business Angels, mais l'ordre de grandeur, c'est plutôt 5 000 € par an et encore en moyenne, donc ça peut s'étaler. Voilà, donc on cherche pas des nouveaux Bernard Arnault ou Xavier Niel, hein, c'est vraiment voilà, des gens qui avant tout ont quelque chose envie de partager, sont passionnés et ont effectivement quand même un peu d'économie qu'ils souhaiteraient investir ici plutôt qu'ailleurs. Très bien. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut être novice dans le secteur aéronautique et spatial pour vous rejoindre si, par exemple, on a des compétences entrepreneuriales? Oui, je laisserai à la limite Michel répondre aussi parce que finalement, quelque part, il se rapproche plus de ce profil que moi. Mais oui, bien sûr, parce que d'abord, et clairement, dans un réseau comme Aerospace Angels, on apporte notre connaissance du domaine aéronautique et spatial, mais ce dont ont besoin les startups, c'est aussi qu'on les aide simplement dans la conduite de leur entreprise. Donc, quelqu'un qui aurait quand même une expérience de management ou de conduite d'entreprise ou de création d'entreprise est tout aussi intéressant aussi pour les startups quand même. Donc oui, bien sûr, qu'on accueille aussi des BA qui n'ont pas forcément une expérience ou une expertise dans l'aéronautique et le spatial. Et je crois que Michel, tu en es un exemple. Oui, moi j'en suis un exemple puisque moi j'étais plus dans le monde des semi-conducteurs, donc de la tech aussi, mais plus orienté. Et le spatial aéronautique, c'était des clients à moi. Parfois compliqué d'ailleurs, surtout sur le spatial. Bon, on va pas s'étendre. Non, par contre, un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est parmi nos membres, nous avons des gens qui n'étaient pas de ce monde-là, mais par contre qui connaissent bien le monde de la finance. Et je pense à Charles notamment, qui est un ancien gestionnaire de fonds, qui connaît très bien ce monde justement en France et qui permet justement d'identifier des partenaires ou des gens avec qui on peut mettre les startups en relation, puisque souvent il y a du co-investissement. Donc, chacun peut apporter sa compétence et en clair, tout le monde est le bienvenu à partir du moment où il y a bien sûr cette notion de bienveillance, cette notion de vouloir partager, de vouloir travailler en équipe sur les projets. J'ai une autre question. Les fonds investis sont-ils éligibles au PEA, PME? En général, oui. En général, oui. Alors, il peut y avoir des cas de figure avec certains types d'actions préférentielles ou autres où il y a toujours discussion, mais en général, oui. D'accord. Ok. Je pense que vous avez... Ah si, j'ai une autre question. Quels sont vos liens et relations avec BPI France? Alors, la BPI est bien sûr un acteur incontournable, on va dire, du
du monde des startups en France. Ils jouent bien leur rôle et je pense qu'il faut qu'on se félicite d'avoir ce genre de banque à notre disponibilité. Donc très souvent, la BPI apprécie de voir justement des BA investir leurs économies dans un projet et ça permet de faire des leviers pour débloquer des investissements de la BPI, alors qui sont souvent du bas de bilan, mais ça peut être aussi du haut de bilan. Encore une fois, chaque cas est un cas particulier. Donc oui, les relations sont très bonnes et puis donc chacun joue son rôle et chacun s'appuie sur l'apport de l'autre. Donc oui, très bien, en sachant évidemment qu'ils ont les poches beaucoup plus profondes que des BA, mais ils aiment bien ce côté labellisation dont on parlait tout à l'heure parce que ça vient crédibiliser un projet. Moi, je peux ajouter que chaque année, il y a les journées nationales de France Angels avec tous les réseaux de BA qui sont réunis à Paris. Donc la dernière fois, ça avait lieu au mois d'avril. Donc moi, j'ai représenté Aerospace Angels et je peux vous dire que BPI était extrêmement. D'ailleurs, c'était dans les locaux de BPI, donc déjà qui est un signe fort. Et deuxièmement, BPI était extrêmement présent dans les 2 jours en intervention et en déclaration de soutien très fort aux initiatives de Business Angels. Merci. Une autre question. Vous avez évoqué un investissement sur 5 à 7 ans. Quelle justification de cette durée? Alors en général, c'est lié à l'aspect fiscal. Justement, puisqu'on bénéficie d'une remise qui peut être conséquente ou d'une défiscalisation pardon, qui peut être conséquente au moment de l'investissement, il faut qu'il y ait donc un engagement dans la durée qui est en général de 5 ans. Alors pourquoi j'ai parlé de 7 ans? Parce que il peut y avoir justement à la fin de cette phase fiscale, il peut y avoir une phase de sortie et cette phase de sortie est en général indiqué dans le pacte d'actionnaire. C'est-à-dire que dans le pacte d'actionnaire, on met en avant au démarrage, donc quand nous rentrons dans la société, le fait qu'il y aura une procédure de sortie des BA avec, alors soit une procédure, on va dire, négociée directement avec les porteurs de projets, soit en faisant intervenir un expert externe et les modes d'intervention sont définis dans le pacte pour pouvoir justement valoriser l'entreprise à ce moment-là, essayer de trouver des repreneurs ou un repreneur qui rachèterait donc la part des BA. Donc tout cela est généralement traité donc dans le pacte. Ok, merci. Une dernière question, enfin, il nous reste 2 minutes. Peut-on participer uniquement en Excuse-moi, Cécile, on n'a pas entendu la question. J'ai pas entendu, excusez-moi, il y a eu une coupure. Oui, c'est peut-on participer en apportant uniquement des fonds. C'est un peu ce que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure avec mon image du spectre, là, dans lequel se répartissent les différents membres d'Aerospace Angels. C'est sûr que c'est toujours mieux de pouvoir participer, mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on admet aussi bien des gens qui ont beaucoup de temps et peu de fonds que des gens qui ont beaucoup de fonds et peu de temps. Enfin voilà, donc il n'y a pas de... a priori, on admet tout le monde, quoi. Et d'autant plus que de pouvoir amener des fonds, c'est quand même, ça permet quand même de renforcer nos tours de table. Donc, on va pas non plus être trop rigoureux là-dessus, quoi. Donc, oui, la réponse est oui. Juste un commentaire. Il faut être clair sur le fait que les réseaux de BA sont, on va dire, contrôlés par l'AMF au sens où on ne peut pas faire appel à l'épargne publique. Donc, c'est clairement que des membres donc, du réseau identifiés. Alors, si c'est des personnes morales qui sont rentrées, parce que c'est fréquent que ce soit des personnes morales qui rentrent en tant que membres, mais la personne physique est clairement identifiée derrière. Et il y a bien sûr tout un aspect légal et l'AMF vraiment est très sensibilisé à ça pour éviter évidemment tout ce qui est blanchiment d'argent et ainsi de suite. Et donc, il faut être, enfin en clair, il faut être clairement identifié pour pouvoir rentrer et investir au travers des réseaux de BA. Sinon, on est évidemment soumis à des situations très compliquées. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie pour cette présentation qui était très claire. Merci à Marc du Pôle ASTEC pour sa participation et pour avoir diffusé également ce webinaire au sein du réseau ASTEC. Et puis, donc, ce webinaire a été enregistré, sera diffusé sur nos réseaux YouTube. Et donc, on a noté votre adresse mail pour vous contacter et on peut la retrouver, j'imagine, sur votre site internet. Voilà.
Merci à tous. Merci. Merci. Bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir.